Bienvenue à notre exploration d'aujourd'hui. On va s'attaquer à des questions vertigineuses sur l'univers. D'où on vient? Quel est notre destin? Et la nature même de la réalité, quoi. Des questions fondamentales, effectivement. Et pour nous guider, on va s'appuyer sur les conférences d'un esprit exceptionnel, Stephen Hawking, rassemblé dans son livre La théorie du tout. Un excellent point de départ. Notre mission, si on peut dire, extraire les idées clés de ces réflexions profondes, comment notre vision du cosmos a radicalement changé, C'est incroyable comme ça a évolué. qu'est-ce qu'un trou noir, et pourquoi cette idée un peu simple qui sont juste noires et fausses en fait. Ah ça, c'est une des surprises de Hawking. Et que signifie cette quête d'une théorie du tout? Bon, accrochez-vous, c'est parti pour un voyage à travers l'espace et le temps. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Allons-y. On pourrait croire que notre compréhension de l'univers est assez fixe, mais elle a connu des révolutions dingues. Rien que l'idée que la Terre est ronde, ça n'a pas toujours été une évidence, hein. Ah non, loin de là. Il a fallu attendre Aristote vers 340 avant Jésus-Christ pour avoir des arguments solides. Ah oui? Lesquels, par exemple? Il observait l'ombre ronde de la Terre sur la Lune pendant les éclipses, ou le fait que l'étoile polaire change de position dans le ciel quand on voyage vers le nord ou le sud. Il a même vu qu'on voit d'abord les voiles d'un bateau qui approche à l'horizon. Des preuves assez claires, quoi. Pas mal pour l'époque. Oui, mais son modèle, c'était la Terre immobile au centre, avec des sphères célestes parfaites qui tournent autour. Un modèle géocentrique qui a été complexifié par Ptolémée au IIe siècle après Jésus-Christ. Et ça a tenu longtemps? Très longtemps, presque 1500 ans. Il expliquait pas mal de choses, même s'il était incroyablement compliqué et avait des défauts, comme la taille apparente de la Lune qui variait trop. Et puis, la Renaissance. Copernic. Lui, il a osé, non? Oui, Copernic, vers 1514, propose un modèle héliocentrique, le Soleil au centre. Mais c'était tellement révolutionnaire, voire hérétique pour l'Église, qu'il a fait circuler ça anonymement au début. La peur, sans doute. Certainement. Il a fallu attendre Kepler et surtout Galilée pour que l'idée prenne vraiment. Galilée et sa lunette. Exactement. Début XVIIe siècle, Galilée pointe sa lunette vers le ciel et là, il découvre des lunes qui tournent autour de Jupiter. Ah oui, ça change tout. Bah oui, la preuve que tout ne tournait pas autour de la Terre. C'était un coup dur pour le modèle de Ptolémée. Et Kepler, lui, a compris que les orbites n'étaient pas des cercles parfaits, mais des ellipses. Un peu moins parfaits, mais plus précis. Et pour couronner le tout, Newton arrive. Voilà, Isaac Newton en 1687 avec ses Principia Mathematica. Il pose les lois du mouvement et surtout la loi de la gravitation universelle. La fameuse histoire de la pomme? Probablement une anecdote, mais l'idée est là. La même force qui fait tomber la pomme régit aussi le mouvement des planètes sur leurs orbites elliptiques. Il unifie la physique terrestre et céleste. C'est monumental. Une avancée majeure, c'est clair. Absolument. Mais cette théorie géniale a tout de suite posé un autre problème, assez subtil. Lequel? Si tous les corps s'attirent mutuellement à cause de la gravité, pourquoi l'univers qu'on imaginait à l'époque, infini et statique, ne s'est-il pas déjà effondré sur lui-même? Toutes les étoiles auraient dû finir par tomber les unes sur les autres. Ah oui, c'est vrai. Comment Newton expliquait ça? Il a avancé que dans un univers infini, les forces s'équilibraient dans toutes les directions. Mais bon, c'était pas très convaincant. On comprendra plus tard en fait qu'un univers statique infini sous l'effet de la gravité est fondamentalement instable. Ça ne tient pas debout. D'accord, donc cette image d'un cosmos immuable, éternel, elle commençait à craquer. Et la vraie révolution, elle est venue d'observations au début du XXe siècle? Tout à fait. La bascule s'est produite avec Edwin Hubble en 1929, en analysant la lumière venant des galaxies lointaines. Il a vu quelque chose d'étrange. Il a vu que leur lumière était systématiquement décalée vers les grandes longueurs d'onde, vers le rouge. C'est le fameux redshift. Comme le son d'une ambulance qui s'éloigne. L'effet Doppler. Exactement le même principe, mais avec la lumière. Ce décalage vers le rouge signifie que ces galaxies s'éloignent de nous. Toutes. Presque toutes celles qui sont lointaines. Et surtout, la découverte clé de Hubble, c'est que leur vitesse d'éloignement est proportionnelle à leur distance. Plus c'est loin, plus ça va vite. C'est ça. La seule conclusion logique, ce ne sont pas juste les galaxies qui bougent dans un espace fixe, c'est l'espace lui-même qui est en expansion. L'univers gonfle. C'est incroyable, un changement complet de perspective. Carrément. Et ce qui est fou, c'est que la théorie de la relativité générale d'Einstein, publiée dès 1915, prédisait en fait un univers non statique. La gravité, selon Einstein, devait soit faire s'effondrer l'univers, soit le faire s'étendre. Mais Einstein n'y croyait pas au début, hein? Non.
Il trouvait l'idée d'un univers dynamique tellement bizarre qu'il a ajouté un terme à ses équations, la constante cosmologique, juste pour forcer un univers statique. Il a dit plus tard que c'était la plus grande bêtise de sa vie. Ironique. La théorie avait raison avant l'observation. Et il n'était pas le seul. Dès 1922, un mathématicien russe, Alexander Friedmann, avait utilisé les équations d'Einstein, sans la constante, et en supposant juste que l'univers est homogène et isotrope. Homogène et isotrope, c'est-à-dire? En gros, qu'il a la même apparence générale partout et dans toutes les directions. Avec ces hypothèses simples, Friedmann avait trouvé des solutions qui décrivaient un univers en expansion. Avant Hubble. Bien avant. Et la confirmation, presque définitive de cette image d'un univers dynamique et de son passé chaud, est arrivée un peu par hasard. Comment ça? En 1965, deux ingénieurs américains, Penzias et Wilson, essayaient de calibrer une antenne micro-ondes très sensible. Et ils captaient un bruit de fond persistant, un faible rayonnement qui venait de partout dans le ciel, de manière incroyablement uniforme. Le fameux fond diffus cosmologique. Le CMB, exactement. Au début, ils ont pensé à un défaut de l'instrument. Ils ont même nettoyé les fientes de pigeons. Mais non, ça venait bien de l'espace. Et en parallèle, des théoriciens comme Dickey et Peebles avaient prédit qu'on devrait observer un tel rayonnement, un vestige refroidi de l'époque où l'univers était très jeune, chaud et dense. C'était l'écho du Big Bang. La preuve ultime en quelque sorte. Une preuve extrêmement forte. On peut imaginer l'expansion comme un ballon qu'on gonfle. Les points dessinés sur la surface s'éloignent les uns des autres, mais il n'y a pas de centre sur la surface. L'univers s'étend, mais il n'a pas de centre privilégié. Et cette expansion, elle va durer éternellement ou est-ce que ça va s'inverser? Ah, c'est la grande question du destin cosmique. Les modèles de Friedmann montrent trois possibilités, selon la densité moyenne de matière et d'énergie dans l'univers. Lesquelles? Soit la densité est assez élevée et la gravité finira par freiner l'expansion et provoquer une recontraction, un Big Crunch. Soit elle est trop faible et l'expansion continuera éternellement, de plus en plus vite même, à cause de l'énergie noire. Soit on est juste à la densité critique, où l'expansion ralentit mais ne s'inverse jamais. Et on sait où on en est? Pas encore avec certitude. Les mesures actuelles suggèrent qu'on est très proche de la densité critique, mais il y a encore des incertitudes, notamment à cause de la matière noire et de l'énergie noire dont on ne comprend pas bien la nature. Notre destin final reste ouvert. Mais si on remonte dans le passé, tous ces modèles pointent vers un début commun. Oui. Si on rembobine le film de l'expansion, on arrive inévitablement à un moment, il y a environ 13,8 milliards d'années, où la distance entre toutes les galaxies était nulle. Toute la matière, toute l'énergie de l'univers observable était concentrée en un point infiniment petit, infiniment dense, infiniment chaud. Le Big Bang? C'est ça, une singularité initiale, un moment où la densité et la courbure de l'espace-temps deviennent infinies. Une singularité, c'est un endroit où les lois de la physique qu'on connaît s'effondrent. Exactement. La relativité générale d'Einstein, notre meilleure théorie de la gravité, prédit elle-même sa propre limite à cet instant, zéro. Elle ne fonctionne plus. C'est un début dans le temps, différent des idées de création avant le temps qu'on pouvait avoir. L'idée d'un début absolu, ça a dû être difficile à accepter pour certains scientifiques? Oui, il y a eu des tentatives pour l'éviter. La plus connue est la théorie de l'état stationnaire, proposée par Bondi, Gold et Hoyle dans les années 40. Elle disait quoi? Elle imaginait un univers éternel, en expansion certes, mais où de la nouvelle matière était créée continuellement dans le vide, de façon à maintenir une densité constante. Un univers sans début ni fin. Mais ça n'a pas tenu. Non, les observations ont fini par l'écarter. Le comptage des sources radio lointaines et surtout la découverte du fond diffus cosmologique, qui est une preuve directe d'un passé chaud et dense, ont été fatales à ce modèle. Et y a-t-il eu d'autres objections? Certains ont suggéré que la singularité n'était peut-être qu'une conséquence des modèles très simplifiés de Friedmann qui supposent un univers parfaitement homogène. Lifshitz et Kalatnikov, en Russie, ont exploré cette voie. Mais dans les années 60 et 70, Roger Penrose, puis Stephen Hawking, ont utilisé des techniques mathématiques nouvelles et très puissantes pour montrer que, non, la singularité n'est pas une exception. Si la relativité générale est correcte, et si l'univers contient la quantité de matière qu'on observe, alors une singularité initiale, le Big Bang, est mathématiquement inévitable. donc le Big Bang semble solidement ancré. Et Hawking est aussi célèbre pour son travail sur d'autres objets prédits par la relativité, les trous noirs. D'où vient ce nom d'ailleurs?
C'est le physicien John Wheeler qui l'a popularisé en 1969, mais l'idée de base est plus ancienne. Ah oui, Dès 1783, John Michell, un Anglais, et plus tard Laplace en France, avaient imaginé, en se basant sur la théorie corpusculaire de la lumière et la gravité de Newton, qu'une étoile pourrait être si massive et si compacte que sa propre gravité empêcherait la lumière de s'en échapper. déjà l'idée d'un piège à lumière. Oui, mais leur raisonnement avait des failles, notamment parce qu'on sait aujourd'hui que la vitesse de la lumière est constante. La description moderne vient vraiment de la relativité générale et de la compréhension de la fin de vie des étoiles massives. Comment ça se forme alors un trou noir? Une étoile naît de l'effondrement d'un nuage de gaz, sous sa propre gravité. Ça chauffe, les réactions nucléaires s'allument au cœur, l'hydrogène fusionne en hélium, et la pression de ce moteur nucléaire équilibre la gravité. L'étoile est stable pendant des millions ou milliards d'années. Mais elle finit par manquer de carburant. Exactement. Et quand le carburant s'épuise, la pression interne chute et la gravité reprend le dessus. L'étoile commence à s'effondrer. Pour les étoiles pas trop massives, l'effondrement est stoppé par des effets quantiques, formant une naine blanche ou une étoile à neutrons. Et pour les plus massives? C'est là que ça devient intéressant. En 1928, Subrahmanyam Chandrasekhar a calculé qu'il y a une masse limite, environ 1,5 fois la masse du Soleil. Au-delà de cette limite, même la pression quantique des électrons ne peut pas contre la gravité. L'effondrement devient irrésistible. Personne ne voulait y croire au début, non. Non. Même un grand astrophysicien comme Eddington a refusé cette idée. Mais les calculs, repris notamment par Oppenheimer en 1939, en utilisant la relativité générale, montraient que l'effondrement devait continuer. Et qu'est-ce qui se passe alors d'après la relativité? L'effondrement courbe l'espace-temps autour de l'étoile de manière de plus en plus extrême. Les chemins que peut suivre la lumière, les cônes de lumière, se penchent de plus en plus vers l'intérieur. Jusqu'à un point de non-retour. Précisément. Il se forme une surface imaginaire appelée l'horizon des événements. C'est une frontière à sens unique. Une fois que vous avez franchi cet horizon, même en allant à la vitesse de la lumière, vous ne pouvez plus en ressortir. Vous êtes piégé. Vu de loin, ça doit être bizarre si on regardait quelqu'un tomber dedans. Pour un observateur lointain, l'image de la personne qui tombe semblerait ralentir indéfiniment à l'approche de l'horizon. Sa lumière deviendrait de plus en plus rouge, à cause de l'effet Doppler gravitationnel, et de plus en plus faible. Elle semblerait se figer sur l'horizon sans jamais le traverser. Mais la personne qui tombe, elle le traverse. Oui. Pour l'astronaute qui tombe, le passage de l'horizon ne serait pas forcément un événement marquant à cet instant précis. Il continuerait sa chute, mais serait alors inexorablement attiré vers le centre, où la relativité générale prédit une autre singularité. Un point de densité et de courbure infinie où la matière est écrasée. Encore une singularité, comme au Big Bang, mais celle-ci est cachée. C'est l'idée de la censure cosmique, proposée par Penrose. Il a conjecturé que les singularités formées par l'effondrement gravitationnel sont toujours cachées à l'intérieur d'un horizon des événements. Ça nous protège, nous observateurs extérieurs, des effets imprévisibles liés à l'effondrement des lois physiques à la singularité. Une sorte de pudeur de l'univers? On peut voir ça comme ça. Et une fois que le trou noir s'est formé et stabilisé, il devient étonnamment simple. Il y a un théorème célèbre qui dit « un trou noir n'a pas de cheveux ». Pas de cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'un trou noir stable est entièrement décrit par seulement 3 paramètres. Sa masse, son moment cinétique, sa rotation et sa charge électrique, qui est souvent nulle en pratique. Toute autre information sur l'étoile qui s'est effondrée, sa composition chimique, sa forme initiale, etc., est perdue, comme avalée par le trou noir. C'est fascinant. Mais s'ils sont vraiment noirs et ne laissent rien sortir, comment on peut être sûr qu'ils existent? On ne peut pas les voir directement. C'est vrai, les preuves sont indirectes, mais elles sont devenues très solides. Un des premiers et meilleurs exemples, c'est le système binaire Cygnus X1. Qu'est-ce qu'on y voit? On observe une étoile supergéante bleue, bien visible, qui orbite à très grande vitesse autour d'un compagnon invisible. En analysant l'orbite, on peut estimer la masse du compagnon invisible. Elle est beaucoup trop élevée pour être une étoile à neutrons. Donc ça doit être un trou noir. C'est le candidat le plus probable, oui. De plus, de la matière est arrachée à l'étoile visible par le compagnon invisible. Cette matière forme un disque d'accrétion extrêmement chaud autour de l'objet invisible, et ce disque émet des rayons X très intenses qu'on peut détecter. D'accord, je vois. Et il y a d'autres preuves? Oui, on pense maintenant que des trous noirs supermassifs, des millions ou milliards de fois la masse du Soleil, résident au centre de la plupart des grandes galaxies, y compris la nôtre. Ils seraient le moteur des quasars, ces objets extrêmement lumineux observés aux confins de l'univers. Et, plus récemment, on a même réussi à photographier l'ombre de trous noirs supermassifs grâce à des réseaux de radiotélescopes. D'accord, donc ils existent, ils avalent tout. Mais alors,
On arrive au point le plus fou du travail de Hawking. Il a montré qu'en fait, ils ne sont pas complètement noirs, qu'ils peuvent émettre quelque chose. Exactement. C'est peut-être sa contribution la plus célèbre et la plus surprenante, faite au début des années 70. C'est né d'une réflexion sur les lois de la thermodynamique appliquées aux trous noirs. La thermodynamique, le rapport avec les trous noirs. Ça a commencé par une observation de Hawking lui-même. Il a réalisé que l'aire de la surface de l'horizon des événements d'un trou noir ne peut jamais diminuer lors d'interactions. Elle ne peut qu'augmenter ou rester constante. Ça ressemblait étrangement à la deuxième loi de la thermodynamique, qui dit que l'entropie, une mesure du désordre, d'un système isolé ne peut qu'augmenter. L'aire de l'horizon serait comme l'entropie. C'est ce qu'a suggéré Jacob Bekenstein. Mais ça posait un problème. En thermodynamique, si un objet a une entropie, il doit aussi avoir une température. Et s'il a une température non nulle, il doit émettre un rayonnement thermique. Or, par définition, rien ne peut s'échapper d'un trou noir classique. C'était un paradoxe. Et comment Hawking l'a résolu? En faisant intervenir la mécanique quantique, il a étudié le comportement des champs quantiques, comme le champ électromagnétique, tout près de l'horizon des événements. Et il a découvert quelque chose d'extraordinaire. Quoi donc? À cause des fluctuations quantiques du vide, des paires de particules virtuelles, une particule et son antiparticule, apparaissent et disparaissent constamment, même dans l'espace vide. Normalement, elles s'annihilent très vite. Mais près de l'horizon d'un trou noir, il peut arriver qu'une des particules de la paire tombe dans le trou noir, tandis que l'autre s'échappe vers l'infini. Et celle qui s'échappe, on peut la voir? Oui, pour un observateur lointain, cette particule qui s'échappe apparaît comme un rayonnement émis par le trou noir. C'est le rayonnement Hawking. Pour que l'énergie soit conservée, la particule qui tombe dans le trou noir doit avoir une sorte d'énergie négative par rapport à l'observateur lointain. De l'énergie négative, ça veut dire quoi? C'est un concept un peu abstrait de la théorie quantique des champs en espace courbe. Mais l'effet net, c'est que le flux de particules à énergie négative qui tombe dans le trou noir réduit sa masse. Attendez. Si le trou noir émet un rayonnement et perd de l'énergie négative, ça veut dire qu'il perd de la masse. Exactement. E égale mc², l'énergie et la masse sont liées. En émettant le rayonnement Hawking, le trou noir perd de la masse, il s'évapore. Les trous noirs s'évaporent, mais ça doit prendre un temps fou. Un temps absolument colossal pour les trous noirs formés par l'effondrement d'étoiles. On parle de durée bien plus longue que l'âge actuel de l'univers. Mais le processus est réel et il a des conséquences théoriques énormes. Lesquels, par exemple? Déjà, ça résout le paradoxe thermodynamique. Le trou noir a bien une température, inversement proportionnelle à sa masse, donc les petits trous noirs sont plus chauds et s'évaporent plus vite, et une entropie proportionnelle à l'aire de son horizon. Ça connecte magnifiquement la relativité générale, la mécanique quantique et la thermodynamique. Incroyable. Et ça ouvre d'autres possibilités? Oui. Par exemple, ça suggère que de très petits trous noirs, des trous noirs primordiaux qui auraient pu se former dans les conditions extrêmes de l'univers primitif, pourraient finir leur évaporation aujourd'hui dans une explosion de rayons gamma. On cherche activement ces signaux, mais sans succès pour l'instant. Fascinant. Donc, on a ce tableau, un Big Bang, l'expansion, la formation des structures, les trous noirs qui naissent et meurent. Mais le modèle du Big Bang simple, même avec les trous noirs, il laissait des questions en suspens, n'est-ce pas? Tout à fait. Le modèle standard du Big Bang chaud, tel qu'il était compris jusque dans les années 70, décrit très bien l'évolution d'univers après les toutes premières fractions de seconde. Il explique la nucléosynthèse primordiale, la formation de l'hydrogène, de l'hélium, le fond diffus cosmologique, l'expansion. Mais il y avait des pourquoi sans réponse. Exactement. Plusieurs énigmes majeures. Pourquoi l'univers a-t-il commencé dans un état si incroyablement chaud et dense? Pourquoi est-il si uniforme à grande échelle? Des régions opposées du ciel observable aujourd'hui étaient trop éloignées au début pour avoir pu échanger de l'information et harmoniser leur température. C'est le problème de l'horizon. Et il y en avait d'autres? Oui. Pourquoi la densité de l'univers semble-t-elle si proche de la densité critique qui sépare un univers qui se recontracte d'un univers en expansion éternelle? C'est comme lancer un crayon en l'air et qu'il retombe pile sur la pointe. C'est le problème de la platitude. Et enfin, d'où viennent les minuscules fluctuations de densité initiale qui ont ensuite grandi pour former les galaxies et les amas de galaxies? Le modèle standard les postule, mais ne les explique pas. Et c'est là qu'une nouvelle idée est arrivée dans les années 80. L'inflation. C'est ça. Proposé notamment par Alan Guth, puis développé par Andrei Linde et d'autres. L'idée de l'inflation cosmique, c'est que très tôt, pendant une fraction de seconde infime après le Big Bang, genre 10-35 secondes, l'univers aurait connu une phase d'expansion absolument démentielle, exponentielle. Il aurait grandi d'un facteur énorme, bien plus que pendant toute l'histoire qui a suivi.
Une expansion ultra rapide et ça résout les problèmes. Oui, de manière assez élégante. Cette expansion fulgurante aurait étiré n'importe quelle courbure initiale de l'univers, le rendant extrêmement plat, résolvant le problème de la platitude. Elle aurait aussi pris une toute petite région initialement en équilibre thermique et l'aurait dilatée jusqu'à englober tout notre univers observable, résolvant le problème de l'horizon. Et les fluctuations pour les galaxies? L'inflation explique aussi leur origine. Les inévitables petites fluctuations quantiques présentes dans le vide primordial auraient été étirées par l'inflation jusqu'à des échelles astronomiques. Ce sont ces graines quantiques amplifiées qui seraient devenues les germes des structures cosmiques que nous voyons aujourd'hui. L'inflation fournit un mécanisme pour les créer. C'est devenu un ajout standard au modèle cosmologique? Oui, même s'il reste des détails à comprendre sur le mécanisme exact de l'inflation, c'est un ingrédient essentiel du modèle cosmologique actuel. Car il résout beaucoup de problèmes d'un coup. Il explique aussi pourquoi l'univers semble avoir une énergie totale nulle. L'énergie positive de la matière et du rayonnement serait exactement compensée par l'énergie gravitationnelle négative, associée à l'attraction mutuelle. L'univers aurait pu naître de rien, en quelque sorte. Mais même avec l'inflation, on bute toujours sur l'instant zéro, la singularité initiale où la physique craque. Pour aller plus loin, il faut marier la relativité générale et la mécanique quantique. C'est ça le grand défi. C'est exactement ça. C'est la quête du Saint Graal de la physique théorique, une théorie de la gravité quantique. On a besoin d'une théorie qui puisse décrire la gravité dans les conditions extrêmes du Big Bang ou au cœur des trous noirs. Là où les effets quantiques deviennent importants pour la structure même de l'espace-temps. Et Hawking a exploré une piste pour ça. Oui, avec son collègue Jim Hardle, ils ont utilisé une approche développée par Richard Feynman, la somme sur les histoires, ou intégrale de chemin. L'idée, c'est que pour aller d'un point A à un point B, une particule quantique explore tous les chemins possibles simultanément. On calcule la probabilité d'un événement en additionnant les contributions de toutes les histoires possibles qui mènent à cet événement. Et ils ont appliqué ça à l'univers entier? Oui. Et pour rendre les calculs possibles et éviter certains problèmes techniques avec le temps, ils ont utilisé une astuce mathématique, le temps imaginaire. Du temps imaginel. Ça sonne encore plus étrange. C'est un concept mathématique où, en gros, on remplace la variable temps t par it, où i est la racine carrée de -1. Ça a pour effet de transformer la structure de l'espace-temps, le temps devient très similaire à une dimension d'espace. On parle d'espace-temps euclidien, dans ce cadre mathématique. Oui. Qu'ont-ils trouvé? Ils ont formulé ce qu'on appelle la proposition sans bords, No Boundary Proposal. L'idée, c'est que si on regarde l'univers dans ce cadre de la gravité quantique en temps imaginaire, il n'a peut-être pas besoin d'avoir un bord initial, une singularité où il commence. Comment ça? Pas de bord? Pensez à la surface de la Terre. Elle est finie en superficie, mais elle n'a pas de bord, pas d'endroit où on tombe. On peut voyager indéfiniment dessus sans rencontrer de limites. L'idée de Hartle et Hawking, c'est que l'espace-temps de l'univers primordial, vu en temps imaginaire, pourrait être analogue à une sphère. Finie, mais sans frontières, sans singularité initiale. Le début serait juste un point lisse de cet espace-temps, comme le pôle Nord sur Terre. Donc, l'univers serait autocontenu. Il n'aurait pas besoin d'une cause extérieure pour démarrer. C'est l'implication philosophique vertigineuse, oui. L'univers se serait créé lui-même, spontanément à partir des lois de la physique quantique. Un tel univers commencerait naturellement dans un état très lisse, très ordonné, avec juste le minimum de fluctuations quantiques requis par le principe d'incertitude. Et quand on revient au temps réel, En revenant au temps réel, cet état initial lisse ressemblerait beaucoup aux conditions de départ postulées par l'inflation. La proposition sans bord fournirait donc une origine physique aux conditions initiales très particulières dont notre univers semble avoir besoin pour ressembler à ce qu'il est. cet état initial très ordonné, c'est un lien avec une autre grande énigme. Pourquoi le temps s'écoule toujours dans le même sens? La flèche du temps. Absolument. C'est une question fondamentale. Pourquoi on se souvient du passé et pas du futur? Pourquoi les œufs cassés ne se reconstituent jamais spontanément? Les lois physiques fondamentales, à quelques exceptions près pour certaines interactions faibles, semblent être réversibles dans le temps. Si on filmait une collision de boules de billard, le film passé à l'envers montrerait une séquence tout aussi plausible physiquement. Mais dans la vie de tous les jours, ça ne marche pas comme ça. Non. On distingue généralement 3 flèches du temps qui pointent toutes dans la même direction. La première. La flèche thermodynamique, le désordre, mesuré par l'entropie, augmente toujours dans un système isolé. La tasse qui se brise, c'est qu'une augmentation du désordre.
La deuxième? La flèche psychologique. C'est notre sensation subjective que le temps s'écoule du passé vers le futur, notre capacité à nous souvenir du passé mais pas de l'avenir. Et la troisième? La flèche cosmologique. Le fait que l'univers est actuellement en expansion, pas en contraction. Et elles sont liées? Hawking argumente que la flèche psychologique est déterminée par la flèche thermodynamique. Pour enregistrer une information dans notre cerveau ou dans un ordinateur, il faut dépenser l'énergie et augmenter l'entropie globale de l'univers. On ne peut se souvenir des choses que dans la direction où l'entropie augmente. D'accord. Et pourquoi l'entropie augmente-t-elle? Pourquoi l'univers a-t-il commencé dans un état si ordonné, si peu anthropique, pour permettre ensuite au désordre de croître? C'est là que la proposition sans bord intervient à nouveau. Si elle est correcte, l'univers aurait naturellement commencé dans un état très lisse et ordonné, faible entropie. Ce ne serait pas une condition initiale choisie arbitrairement, mais une conséquence des lois de la gravité quantique. L'augmentation de l'entropie serait alors la conséquence naturelle de l'évolution à partir de cet état initial particulier. Et si l'univers devait un jour se recontracter, est-ce que la flèche du temps s'inverserait? Est-ce qu'on commencerait à se souvenir du futur? C'est une question fascinante. Hawking a d'abord pensé que oui, que l'entropie diminuerait pendant la phase de contraction, mais il a ensuite corrigé son raisonnement. Ah bon? Pourquoi? En réexaminant la condition sans bord, il a conclu que même si l'univers se recontractait, les fluctuations continueraient à croître, et le désordre, l'entropie, continuerait probablement d'augmenter. La flèche thermodynamique, et donc la flèche psychologique, ne s'inverseraient pas. Dommage pour les tasses brisées. Dommage, oui. Tout ça nous amène logiquement à la quête ultime dont on parlait, la fameuse théorie du tout. Le but, c'est d'unifier toutes les forces fondamentales. Oui, on connaît 4 forces fondamentales dans la nature. La gravité, décrite par la relativité générale d'Einstein, la force électromagnétique et les 2 forces nucléaires. La force faible, responsable de certaines désintégrations radioactives, et la force forte, qui lie les quarks dans les protons et les neutrons et maintient les noyaux atomiques. Et on a déjà unifié certaines d'entre elles? Oui, on a réussi à unifier la force électromagnétique et la force faible dans la théorie électrofaible. On a aussi une bonne description de la force forte avec la chromodynamique quantique. Ces 3 forces sont décrites dans le cadre de la mécanique quantique. Ce sont des théories quantiques des champs. Mais la gravité reste à part. Exactement. La relativité générale est une théorie classique, non quantique. La grande ambition, c'est d'arriver à une théorie unique qui englobe les 4 forces, une théorie de la gravité quantique qui soit aussi une théorie unifiée. Einstein lui-même a passé les dernières années de sa vie à chercher une telle théorie, mais sans succès, notamment parce qu'il n'acceptait pas pleinement la mécanique quantique. Et c'est difficile de marier gravité et quantique. Extrêmement difficile. Quand on essaye d'appliquer les méthodes habituelles de la théorie quantique des champs à la gravité, on tombe sur des problèmes d'infini incontrôlables dans les calculs. Les techniques de renormalisation qui marchent pour les autres forces ne fonctionnent pas bien pour la gravité. Mais il y a 2 pistes. La théorie des cordes. Oui, la théorie des cordes est actuellement la candidate la plus sérieuse pour être une théorie du tout. Elle a émergé dans les années 70, d'abord comme une tentative de décrire la force forte, puis on s'est rendu compte qu'elle contenait naturellement la gravité. L'idée de base, c'est que les particules ne sont pas des points. C'est ça. Au lieu de particules fondamentales ponctuelles, les objets de base seraient de minuscules filaments d'énergie unidimensionnels, des cordes, ouvertes ou fermées en boucle, qui vibrent. Et les différentes particules qu'on connaît, Électron, une autre un quark, une autre un photon. Et une vibration particulière correspondrait au graviton, la particule qui transmet la force gravitationnelle. et les interactions entre particules, Elle serait décrite par des cordes qui fusionnent ou se séparent. L'histoire d'une corde qui se propage dans l'espace-temps forme une surface bidimensionnelle, une feuille d'univers. Les interactions ressemblent à des diagrammes de plomberie ou de pantalon, où ces feuilles d'univers se rejoignent ou se divisent. Et l'avantage, c'est que ces interactions sont lissées par rapport aux interactions ponctuelles, ce qui semble éliminer les infinies problématiques de la gravité quantique. ça a l'air prometteur, mais il y a des complications. Oui. La plus célèbre, c'est que, pour être mathématiquement cohérente, la théorie des cordes semble exiger que l'univers ait plus de dimensions spatiales que les 3 que nous connaissons. Typiquement, 9 ou 10 dimensions spatiales, plus une de temps. 10 dimensions, où sont les autres? L'idée la plus courante, c'est qu'elle serait compactifiée, c'est-à-dire repliée sur elle-même à une échelle incroyablement petite, bien plus petite qu'un noyau atomique, et donc invisible à nos expériences actuelles.
On ne percevrait que les 3 grandes dimensions spatiales et le temps. Ça reste très spéculatif, j'imagine. Absolument. La théorie des cordes est un cadre mathématique très puissant et élégant, mais elle existe sous plusieurs formes et on ne sait pas encore bien comment en déduire précisément les particules et les forces que nous observons dans notre univers à basse énergie. On manque cruellement de prédictions testables expérimentalement pour la valider ou l'infirmer. Donc la quête continue. Hawking était optimiste sur le fait qu'on trouverait une théorie du tout. Il l'était, oui, de manière prudente. Il envisageait 3 possibilités pour l'avenir de la physique théorique. Et la première? Qu'il existe vraiment une théorie complète et unifiée, comme la théorie des cordes ou une de ses descendantes, la théorie M, et qu'on finira par la découvrir peut-être même au cours de ce siècle. La deuxième? Qu'il n'y ait pas de théorie ultime, mais une séquence infinie de théories de plus en plus précises, décrivant l'univers à des échelles d'énergie de plus en plus élevées, sans jamais attendre un point final. Et la troisième option? Qu'il n'y ait tout simplement pas de théorie prédictive au-delà d'un certain point, que les événements deviennent fondamentalement aléatoires et arbitraires à l'échelle la plus fondamentale. Hawking rejetait cette dernière possibilité car il irait contre l'idée même de loi scientifique. Il pensait aussi que la deuxième option était peu probable car au-delà d'une certaine énergie, l'énergie de Planck, les effets de gravité quantique deviendraient si forts que l'univers lui-même se comporterait différemment, limitant peut-être la possibilité de sonder des énergies encore plus hautes. Donc, il penchait pour la première option. Trouver la théorie ultime. Oui, avec l'espoir que cette théorie soit unique, ou qu'il y ait très peu de théories possibles qui soient mathématiquement cohérentes et capables de décrire un univers comme le nôtre, avec des observateurs comme nous. Trouver cette théorie, ce serait une révolution philosophique autant que scientifique, non? Ce serait l'aboutissement de siècles, voire de millénaires, de quêtes humaines pour comprendre les règles fondamentales du jeu cosmique. Ce serait savoir si l'univers avait le choix d'être ce qu'il est. Quel parcours incroyable! On est parti des Grecs qui se demandaient si la Terre était ronde et on arrive aux frontières de la gravité quantique en passant par l'expansion de l'univers, l'étrangeté fascinante des trous noirs et l'écho du Big Bang. Les travaux et les réflexions de Hawking nous offrent vraiment une perspective vertigineuse sur cette aventure intellectuelle incroyable pour déchiffrer l'univers. Absolument. Et il nous laisse avec une question qui résonne bien au-delà de la physique elle-même. Il termine souvent ses ouvrages sur cette interrogation, je le cite de mémoire. Qu'est-ce qui insuffle le feu aux équations et crée un univers qu'elles puissent décrire? La méthode scientifique ne peut répondre à la question « Pourquoi l'univers se donne-t-il la peine d'exister ?» Waouh! Et il ajoute « Si nous trouvons la réponse à cela, ce serait le triomphe ultime de la raison humaine, car alors nous connaîtrions l'Esprit de Dieu. » Voilà. Une pensée sur laquelle on peut méditer bien après la fin de notre discussion d'aujourd'hui.